Hello à tous, on se retrouve pour les actualités Google et génération de prospects d'octobre. J'ai beaucoup de choses à vous partager puisque le mois de septembre a été très dense. On va parler des dernières annonces de Google avec notamment la fin du CPC optimisé. Je vais vous partager aussi tout ce qu'on a observé chez Lead Studio en termes de qualité de campagne, de diffusion et vous donner un peu mon retour d'expérience sur ce mois de septembre qui a été assez chargé. On parlera aussi d'un point de vue un petit peu plus large de l'univers de la génération de prospects en général, notamment avec la démission de Thierry Breton, commissaire européen. Est-ce que ça peut impliquer aussi pour nous, acteurs dans la génération de prospects? On parlera du marché de la lead gen en général, avec la structuration et la consolidation du marché. Et puis je vous donnerai encore une fois quelques petites billes sur l'évolution, je pense, de Google notamment, par rapport à ce qu'on observe sur ces dernières semaines et ce qu'il faut avoir en tête pour prévoir à long terme, en tout cas, son acquisition en termes de génération de prospects. Comme toujours, si vous me découvrez, je m'appelle Thomas Mouflard, je suis le fondateur de Lead Studio, agence de génération de prospects sur le web. Dans cette vidéo et dans cette série de vidéos, je vous partage toutes les actualités autour du SEA, de Google Ads principalement et de la génération de prospects en général. Si ça vous plaît, pensez évidemment à vous abonner à la chaîne YouTube. Vous pouvez me retrouver aussi sur LinkedIn où j'essaie de partager mes retours d'expérience de manière assez régulière à la tête de Lead Studio et bien évidemment sur Google Ads. Et vous pouvez me retrouver en vrai sur Paris à travers les différentes Power Walk qu'on organise. En général, c'est une fois par mois. On prend 1 heure pour venir marcher dans les plus belles rues de Paris. C'est un événement qui est l'occasion pour vous de venir networker avec d'autres experts dans votre domaine, évidemment domaine lié à la génération de prospects et à Google Ads, et aussi pouvoir vous rencontrer et venir me poser toutes vos questions lors de cette Power Walk. On va parler du coup des actualités de septembre et d'octobre, ce qui nous attend sur la partie Google. J'ai pas mal de notes, donc j'ai beaucoup de choses à vous partager. Ça va être assez technique. On va démarrer évidemment avec la dernière annonce de Google concernant la fin du CPC optimisé sur le search et sur le réseau display. Alors, est-ce une big news ou pas? De notre côté, sincèrement, on s'en fiche, mais moi, ce qui m'intéresse plus, c'est ce que ça veut dire de manière implicite versus les conséquences que ça va avoir. Alors, le CPC optimisé, globalement, nous, ça faisait plusieurs années qu'on ne l'utilisait plus, puisque c'était, je trouve, un instrument en termes de mise aux enchères qui était sous-optimal par rapport au smart bidding qu'on peut avoir aujourd'hui sur le search et sur le réseau display. Concernant le réseau display, évidemment, c'est de toute façon un réseau qui est voué à mourir chez Google. Il a été totalement remplacé aujourd'hui par Dimension et par Performance Max. Mais ceci dit, ça restait donc le search et le display, deux leviers sur lesquels on pouvait utiliser le CPC optimisé. Et Google a décidé début octobre de le supprimer. Quand je discute avec vous, je crois qu'il y a encore pas mal de personnes qui utilisaient cet outil-là. Ça avait certains intérêts évidemment pour vraiment pouvoir contrôler le prix au clic qu'on est prêt à payer. Ça ne veut pas dire qu'on ne pourra plus le contrôler. Vous pouvez notamment utiliser maintenant des enchères en CPA avec des stratégies de portfolio sur lesquelles vous pouvez mettre des cappings de CPC, donc c'est pas très grave. La seule chose est que si jamais vous avez des campagnes qui utilisent évidemment du CPC optimisé, vous êtes maintenant obligé de passer sur du smart bidding ou du CPC manuel. La seule chose, c'est que le CPC manuel, ne prend pas en compte toute la contextualisation autour de la requête de l'individu ou du profil individuel. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est qu'aujourd'hui, quand il y a une mise aux enchères qui est faite sur Google, Google va regarder effectivement sur le search quel est le mot-clé tapé par l'utilisateur, sa requête d'intérêt, mais il va aussi utiliser des données contextuelles par rapport à sa géolocalisation, l'heure et aussi son comportement par le passé. Donc Google va utiliser ces données contextuelles pour améliorer sa mise aux enchères de manière à ce que si vous vous enchérissez sur ce type de persona, si jamais vous êtes, je sais pas, sur une géolocalisation qui est par exemple autour de la région lyonnaise, mais que la personne en fait est au fin fond des Alpes, Google va utiliser cette donnée-là pour justifier ou non un placement plus ou moins important dans la mise aux enchères de votre annonce.
Sur du CPC manuel, en fait, il ne prend pas en compte ça. Il va regarder juste simplement le prix que vous êtes prêt à payer. Est-ce que pour la requête donnée, l'utilisateur en question, s'il est dans votre zone de ciblage, est-ce que ça match par rapport à ce que tous les autres annonceurs sont prêts à payer? Et si oui, vous allez obtenir une position et apparaître. Donc, le CPC manuel, en fait, aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, c'est vraiment, vraiment, vraiment de très faible qualité. Et généralement, vous allez retrouver à payer pour tous les clics pour lesquels les autres annonceurs ne veulent pas enchérir. Donc, typiquement, ça va être les robots, les clics frauduleux, etc., etc. Et ce que j'observe de manière intuitive, et c'est plus par déduction, c'est qu'à chaque fois que vous allez passer maintenant en CPC manuel, dans tous les cas, vous allez vous taper toute cette espèce de longue traîne de clics de faible qualité, parce que Google sait que les signaux de ces clics-là sont à chier. Donc forcément, il ne va pas venir positionner les annonceurs qui jouent le jeu au niveau du smart bidding, et il va venir positionner que les annonceurs qui restent sur du CPC manuel et qui donc vont récupérer tout ce garbage en termes de clics. Donc, globalement, aujourd'hui, quand vous êtes encore en CPC manuel optimisé, vous achetez du trafic de faible qualité où finalement c'est truqué parce que les signaux utilisés pour la mise aux enchères ne sont pas équitables versus les annonceurs qui passent au smart bidding. Donc, fin du CPC optimisé vous oblige à passer maintenant en smart bidding, que ce soit sur du maximiser les conversions, du ROAS cible ou du CPA cible. Qu'est-ce que ça veut dire de manière générale? C'est qu'évidemment, encore une fois, Google tend à enlever du contrôle aux annonceurs et à faire sa propre soupe au niveau des stratégies d'enchères et surtout de la mise aux enchères. Donc, à voir ce que ça va donner. Est-ce que ça va encore augmenter le prix du clic? Probablement oui, parce que toute la longue traîne d'annonceurs qui étaient aujourd'hui sur du CPC optimisé et qui gardaient quand même un certain contrôle sur le prix des clics vont maintenant passer en CPA cible. Donc, attendez-vous encore une fois à une perte de contrôle, une hausse de CPC. Bref, je ne vous refais pas la chanson, vous la connaissez. Ce qui veut dire que derrière, ce que je vous explique régulièrement sur cette chaîne, c'est que vous allez devoir travailler d'autant plus votre marketing, la qualité de vos annonces, la qualité de vos offres, de votre positionnement, de vos landing pages, de vos funnel marketing, de manière à pouvoir limiter, si vous voulez, la perte de profitabilité que vous allez observer suite à cette hausse de CPC. En tout cas, mon pari, c'est que suite à cette modification-là, on va encore voir une hausse des CPC sur Google. Donc ça, c'était le premier point que je voulais partager avec vous. En septembre, je vous parlais du démantèlement potentiel de Google. À ce niveau-là, on n'a pas eu trop de nouvelles. On dirait que c'est un peu un sujet qui a fait, entre guillemets, un flop, puisque depuis un mois maintenant, on n'a plus trop d'infos sur ce que les marchés américains et la justice américaine comptent faire au niveau de Google. Donc je pense que ça se joue, entre guillemets, dans les petits papiers au niveau des personnes d'influence chez nos amis américains. Donc peut-être qu'on en saura plus dans les prochaines semaines, les prochains mois. En tout cas, pour le moment, Google reste un monopole. Il n'y a pas de nouveautés sur la partie démantèlement et on verra peut-être sur les actus de novembre ce que nous ont réservé les fédéraux américains. D'un point de vue un peu plus technique, ce qu'on a observé globalement en septembre, c'est que on a eu globalement un bon mois de septembre sur la partie Lead Studio. PMax prend de plus en plus de place et il y a deux choses que je voudrais vous partager aujourd'hui, des observations qu'on observe sur l'ensemble de nos campagnes Lead Studio. C'est que globalement, quand vous allez lancer des Performance Max, vous allez avoir une disparité de résultats et surtout d'accès à l'information qui est très très aléatoire. Je m'explique. Chez Lead Studio, pour un marché donné, je prends par exemple les fournisseurs d'énergie, on va avoir plusieurs comptes sur lesquels on va tester différentes stratégies d'enchères, différentes landing pages, différentes offres, etc. Mais globalement, on va utiliser toujours les mêmes leviers. Ça va être du search, du performance max, du Dimension, etc. Et ce qui est marrant, c'est que pour des mêmes ciblages d'audience, des mêmes campagnes sur les mêmes thématiques, on va observer des PMax sur lesquels on a vachement d'infos au niveau des insights, au niveau des signaux d'audience, au niveau des placements, de la mise aux enchères, si vous voulez, des analyses concurrentielles au niveau des enchères. Et puis, on va avoir des comptes sur lesquels on a zéro info. Et j'ai fait un call avec un de nos account managers, j'y reviendrai après, pour lui parler de ça, lui dire mais c'est vraiment bizarre parce que globalement, regarde, ces deux comptes-là, ils sont similaires en tout point de vue, d'un point de vue ciblage, stratégie, etc. Pourtant, il y a un compte sur lequel j'ai plein d'infos et il y a un compte sur lequel j'ai zéro info. Évidemment, la compte manager est un peu perdu, il m'a dit c'est bizarre, c'est un bug, etc. Moi, je n'y crois pas. Moi, je pense que Google sait très bien ce qu'il fait et qu'en fonction de certaines variables aléatoires qui vont avoir chez eux, vous allez pouvoir être privilégié ou non dans les informations que vous allez avoir. Vous allez avoir des comptes Performance Max sur lesquels vous allez même avoir aujourd'hui, et ça c'est tout nouveau,
les résultats en termes de coût par clic, de clics, de coût par conversion, etc., au niveau des assets. Donc ça, c'est génial, parce que vous voulez voir quels sont les titres, quelles sont les images, quelles sont les descriptions qui apportent vraiment de la profitabilité pour votre business. Et puis, vous allez avoir d'autres comptes sur lesquels vous n'avez rien. Vous avez juste les signaux de type médiocre, correct, bon, excellent, etc. Et ça, c'est terrible parce que si aujourd'hui, vous êtes sur un compte sur lequel vous n'avez pas d'infos et que votre concurrent, lui, il a plein d'infos, bah forcément, votre concurrent va mieux optimiser ses campagnes que vous. Alors, c'est des observations qu'on a chez l'eStudio. On a cette chance d'avoir beaucoup de comptes Google, donc je vous les partage. Que faire par rapport à ça? J'ai envie de vous dire, créer plusieurs comptes. Il faut que vous créez plusieurs comptes pour arriver à choper des comptes sur lesquels vous avez ces infos-là. Je pense aussi que Google le fait en fonction des marchés en question sur lesquels vous exercez. Globalement, les marchés sur lesquels nous, aujourd'hui, on observe le moins d'infos, c'est tous les marchés sur la rénovation énergétique. Je pense que Google sait très bien que ces marchés-là, entre guillemets, il connaît par cœur, globalement, je pense, les annonceurs. Il sait que ce sont des marchés qui sont très compliqués avec beaucoup d'annonceurs. Globalement, quand on va regarder sur la rénovation énergétique, on va se retrouver sur le search pour 3 emplacements, 20 annonceurs. Donc Google se dit, OK, j'ai un pool de 20 annonceurs qui sont prêts à annoncer. J'ai un inventaire unlimited sur PMax. Mais tout le monde veut du search. Donc, comment faire passer tout mon inventaire faible quality à ces annonceurs qui sont prêts à payer, leur prendre un maximum de thunes sans vraiment qu'ils s'en rendent compte? Et du coup, je vais leur masquer tout. En revanche, sur des marchés sur lesquels il y a beaucoup moins de concurrence, Google a beaucoup moins d'inventaire, il y a beaucoup moins, en fait, si vous voulez, de potentiel de croissance sur ces marchés-là. Donc, il va faire en sorte que l'annonceur soit rentable pour que, évidemment, il ait envie de continuer à dépenser. Donc là, je soupçonne Google de donner beaucoup plus d'informations. Et ça, évidemment, encore une fois, ça montre à quel point le fait que Google soit un monopole, on subit ça. Ce qui veut dire, encore une fois, et je reviens toujours à la même chose, c'est que si vous êtes sur des marchés ultra concurrentiels, notamment la rénovation énergétique, tout ce qui va être aussi les assurances, la mutuelle et compagnie, vous devez de travailler en priorité vos offres, vos funnel marketing, avoir des systèmes de mesure tierces, notamment sur la déperdition au niveau de funnel marketing, des taux de rebond, des analyses in-page, etc., pour comprendre ce qui se passe sur vos sites et donc optimiser malgré le fait que Google vous cache plein d'infos. J'ai fait beaucoup de vidéos dernièrement sur comment optimiser des campagnes Performance Max, notamment quand vous avez 0 info. Je ne peux que vous encourager à regarder ça. Donc ça, c'est pour les analyses PMax. La deuxième chose, c'est que on remarque aussi que quand on lance, en fait, de plus en plus, et c'est assez frustrant, je pense aussi que c'est truqué à ce niveau-là, mais ce n'est que des déductions par rapport à ce qu'on observe sur nos comptes, mais c'est tellement flagrant que je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas le cas. C'est que quand vous allez lancer des performances max, tous les autres leviers, le search, Dimension et compagnie, vont être cannibalisés par la PMax. Aujourd'hui, on a des comptes sur lesquels on se refuse de lancer des PMax parce qu'on a des search ou des Dimension qui fonctionnent très bien. Et on l'a remarqué, à chaque fois qu'on cale une PMax par-dessus, les Dimension et les search s'arrêtent totalement de diffuser au bout de quelques jours. La PMax prend tout le marché. Du coup, si on est dans des cas où on a peu d'infos, en fait, on perd vachement de contrôle. Et si on veut rollback, c'est-à-dire que si on pose la PMax et qu'on veut relancer les Dimension et les search, on ne diffuse plus. Donc là, pareil, en fait, si vous voulez, Google devient tellement opaque que quand vous êtes des boîtes comme nous sur lesquelles la rentabilité est extrêmement importante parce qu'on avance énormément d'argent sur Google pour pouvoir diffuser, générer des prospects de qualité à nos clients, on est obligé d'avoir une espèce de stratégie de portfolio où lorsqu'on va lancer des offres, en fait, on va créer 3, 4, 5 comptes avec des stratégies différentes, des comptes sur lesquels il n'y a que du search, des comptes sur lesquels il n'y a que du Dimension, des comptes sur lesquels il y a de la PMax. Et on va essayer, encore une fois, d'arbitrer tout un budget autour de 1 000 €, par exemple, par jour, sur tous ces comptes-là, au lieu d'avoir un compte sur lequel on met tout, parce qu'on sait que ça, c'est vraiment sous-optimal. Sans parler du fait que Google continue sa chasse aux sorcières au niveau des comptes suspendus. Aujourd'hui, on a à peu près, chez l'eStudio, je pense, un compte qui est suspendu globalement tous les 3 jours, hein, parce qu'évidemment, on a une panoplie de comptes. Alors, à chaque fois, on doit faire les démarches de montrer patte blanche, montrer qu'on est une agence de génération de prospects, expliquer qui est le end provider, etc. Mais ça, c'est quand même fatigant. Et donc, évidemment, c'est toute une architecture à mettre en place, en sachant que si plus vous allez créer de comptes,
plus vous allez avoir des comptes qui vont évidemment vous faire striker. Il va falloir passer du temps à les débloquer, etc. Faire les validations annonceurs, les validations des activités commerciales, ça prend vachement de temps. Donc, ça demande une grosse architecture. Et je vous le disais dans une de mes vidéos de débrief aux USA, c'est que j'ai quand même le sentiment que le marché se consolide vachement maintenant sur la lead gen. Je vais venir juste après. Et donc, le fait est que les nouveaux entrants, si vous n'êtes pas prêt à mettre en place cette machine de guerre sur Google, comprendre intrinsèquement comment l'outil fonctionne, vous allez vous faire éclater et donc ça devient de plus en plus dur d'être profitable. Voilà pour la partie Dimension, Google, PMax, etc. Troisième chose, dans ce contexte-là, un peu de chasse aux sorcières, je ne peux que vous encourager à prendre contact le plus vite possible avec un maximum d'account managers seniors chez Google. Ils vont beaucoup vous aider déjà à pouvoir passer tous ces vérifications annonceurs qui sont très bien sur le papier. Je ne critique absolument pas parce que ça permet clairement d'assainir le web, mais vraiment prenez le temps de parler à vos account managers. Deuxièmement, souvent, ils vont vous permettre d'accéder à de nouvelles features ou simplement de vous donner des insights sur votre marché, notamment si vous avez des campagnes Performance Max sur lesquelles vous avez peu d'infos. Donc vraiment, pour le coup, là, plus on avance sur cette black box qu'est Google, plus l'importance d'avoir des informations qui viennent de l'interne est importante et donc plus les account managers sont importants. Donc encore une fois, je ne peux que vous encourager à prendre contact avec eux. Je refais une petite dédicace à notre account manager qui se reconnaîtra, qui nous a montré d'ailleurs des fonctionnalités cachées pour désactiver au niveau de PMax des composants automatiques, notamment le fait d'avoir des titres qui sont créés automatiquement, des extensions d'annonces automatiques, des logos automatiques, des images automatiques, etc. Ce qui fait qu'en fait, on perd encore une fois un peu plus de contrôle sur ce qu'on veut diffuser et surtout les messages qu'on veut véhiculer à notre audience. Et c'était subtilement caché. Et merci à notre account manager de nous avoir montré ça. Je n'étais pas au courant. J'ai fait une vidéo à ce sujet sur PMax. Je ne sais pas quand elle sortira, mais voilà, je pense que vous l'avez compris. Mon focus maintenant sur la partie purement Google, c'est de vous apprendre à manier cette black box et vous partager tous les insights qu'on peut avoir. Donc, encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner pour être tenu au courant des nouvelles vidéos. On va continuer sur la partie Google. Encore une fois, un peu de technicité pour vous qui m'écoutez, mais je crois que vous êtes friands de ça, donc volontairement, j'appuie sur la technicité. Du fait que la mise aux enchères soit de plus en plus opaque et de plus en plus de concurrence. On observe aussi beaucoup de campagnes qui parfois sont en perte de vitesse totale au bout de 2-3 jours, qui ont des baisses de diffusion de manière assez inexpliquée. Et donc, en fait, j'ai envie de vous dire, c'est un peu le renouveau de la technicité sur Google Ads, sur comment est-ce qu'on va relancer des campagnes qui ne diffusent plus. Et donc, c'est le fameux je prends ma campagne, je la duplique, je la relance, etc. Je pense que vous savez de quoi je parle. L'idée, c'est de se dire, OK, en fait, aujourd'hui, dès que vous vous plantez, c'est-à-dire que vous faites un mauvais départ de campagne et que, imaginons que vous avez un plafond, une target de CPA, je dis un chiffre au hasard de 20 €, mais que sur les premiers jours, en fait, vous vous retrouvez à 40-45 €, c'est mort d'avance. En fait, c'est mort, c'est cuit. Et il vaut mieux dupliquer la campagne, repartir de zéro avec les optimisations que vous avez faites entre-temps, versus continuer d'optimiser sur cette campagne parce que plus vous allez chercher à vous rapprocher de votre CPA, de vos coûts d'acquisition cible, moins vous allez diffuser parce que l'historique de votre campagne n'est pas bon. Et donc ça, pareil, si vous ne faites pas attention, vous allez retrouver avec des campagnes qui sous-diffusent probablement, qui sont très bonnes sur le papier, sur lesquelles les résultats macro sont bons, vous avez des bons taux de clics, vous avez des bons taux de conversion, mais comme l'historique était à chier, Google n'arrive pas, je ne sais pas comment ils font leur sauce, mais Google ne vous diffuse pas. Et on a des campagnes où même c'est pire que ça, c'est qu'aujourd'hui, on a certaines dimensions où on est prêt globalement à payer la conversion jusqu'à 8 €. On a des coûts d'acquisition réels qui sont autour de 3 €. Donc normalement, la Google, quand il voit ça, il vous envoie la sauce parce qu'il se dit mais il est ultra profitable le gars, c'est bon, je peux lui envoyer un peu de trafic litigieux. Et bien pas du tout. C'est la première fois qu'on voit ça, c'est qu'on a des campagnes sur lesquelles on a énormément de marge de manœuvre sur le CPA et pourtant on n'est pas capable d'arriver à diffuser le budget, même en mettant notamment sur des dimensions, des expansions d'audience à foison et en ayant vraiment des pools d'inventaire de plusieurs milliards d'impressions à la semaine. Ce qui veut dire à quel point, encore une fois, si vous faites des mauvais départs ou si vous êtes sur des marchés très concurrentiels,
l'attention que vous devez porter à vos campagnes est énorme. Et il faut bidouiller, il faut triturer, il faut tester. C'est ce que j'explique à mes équipes chez Studio, c'est qu'il n'y a pas de règles. N'oubliez jamais ça, c'est qu'il n'y a pas de règles, il n'y a pas de recette magique, mais que probablement que les résultats que vous avez aujourd'hui restent sous-optimisés par rapport à ce que vous pourriez avoir si vous optimisiez et vous faisiez preuve de créativité dans l'optimisation de vos campagnes Google Ads. Donc j'espère aussi par rapport à toutes ces actualités d'octobre que je vous partage, vous montrer à quel point certes, l'outil est compliqué, mais à quel point aussi il faut bidouiller, passer du temps sur l'outil pour arriver à break-even et comprendre toute la subtilité de Google, surtout suite à ces pertes de contrôle qu'on observe avec toutes les nouveautés. Dernier point, je ne peux que vous inciter à travailler sur vos signaux d'audience. On a mis un point majeur chez Studio en septembre sur le travail des audiences d'intention. Encore une fois, j'ai beaucoup de vidéos à ce sujet, mais franchement, ça marche. Prenez le temps de travailler sur des audiences d'intention, sur Dimension, PMax, etc. pour vraiment vous assurer que vous ciblez des audiences de qualité. Et c'est ce que Google attend, notamment aussi pour diffuser vos annonces auprès des bonnes personnes. Et ça fonctionne. Et surtout, ça évite, si vous voulez, d'avoir des anomalies en termes de diffusion, des clics un peu frauduleux vers 3 ou 4 heures du matin ou je ne sais quoi. Travaillez aussi nos audiences. Encore une fois, j'ai beaucoup de vidéos à ce sujet. Abonnez-vous ou scrollez dans le fil de diffusion de ma chaîne. Vous y retrouverez pas mal de tutos sur les audiences. Allez, on va passer sur des sujets un petit peu plus macro de la lead gen en général, évidemment avec la news de septembre, Thierry Breton qui nous quitte au sein de l'Union européenne. Alors pourquoi c'est une news qui est intéressante? C'est parce que notre cher Thierry faisait de son mandat au sein de la Commission européenne le fer de lance contre les GAFA, contre Elon Musk et son rachat de Twitter et globalement le Far West qui est le web, et il nous a sorti le Digital Marketing Act et l'imposante restriction au niveau des gatekeepers, les forcer à faire en sorte que le web soit plus transparent. Et puis nous, en tant qu'annonceurs, évidemment, ou éditeurs de sites, tout ce qui est renforcer la protection des données, le consentement, etc. Bon, le fait est que il faut voir que finalement Elon Musk a gagné, quoi. C'est pas parce qu'on a effectivement la mise en place du DMA que Google fait toutes ces procédures de vérification qu'on est forcément dans le vrai. Alors je ne sais pas exactement, je ne suis pas dans les petits papiers de la Commission européenne, évidemment, sur tous les enjeux qu'il peut y avoir, mais je pense qu'il y a aussi des enjeux purement industriels, économiques, et qui est que globalement, je prends l'exemple d'Elon Musk, mais on sait qu'il est en recherche d'investissement en Europe pour créer des usines pour la fabrication de ses Tesla, etc. Et qu'on se doute bien qu'il a dû aller voir notre chère Ursula von der Leyen en disant « Écoutez, vous arrêtez vos conneries avec le DMA, etc. Et si vous arrêtez de faire ça, je suis OK pour investir chez vous. » Donc, encore une fois, je pense que tout se négocie. Tout ce qui est DMA, on sait à quel point ça freine évidemment des annonceurs comme nous et tout simplement toute la monétisation des GAFA, monétisation des données, protection des données, etc. Donc, je ne suis pas là pour juger si c'est bien ou mal. Je dis juste voilà ce qui se passe et ce qu'on peut observer. Donc, probablement que suite à cette démission de Thierry Breton, c'est peut-être un pas en arrière vers tout ce qui est RGPD, DMA. Alors, je m'avance un petit peu, mais je pense qu'on a atteint le climax globalement de tout ça, notamment avec tout ce qui est aussi enjeu de tracking pour nous en tant qu'annonceurs, puisque quand évidemment on ne peut plus traquer les utilisateurs sur notre site web, on se retrouve quand même avec une partie du film manquant, et donc c'est très difficile d'optimiser correctement nos campagnes, d'autant plus qu'encore une fois Google devient une black box. Donc c'est un soulagement de voir quand même notre cher Thierry Breton nous quitter au sein de l'UE, parce que évidemment c'est très difficile pour des acteurs comme nous ensuite d'arriver à bien faire notre boulot. Et puis comme en lead gen tout est lié, si on n'est pas capable de livrer des prospects de qualité et en quantité à nos clients, eux sont plus capables de continuer à croître, à développer leur business, et donc c'est tout qui s'effondre. Donc je pense que globalement c'est une bonne chose. Maintenant, il faut faire avec ce DMA et tout ce qu'on nous a pondu en 2024. Au niveau du marché de la lead gen, ce qu'on voit quand même, c'est que clairement le contexte éco est quand même très très peu favorable à la génération de prospects aujourd'hui et à ce qu'il pouvait être dans les années passées. On voit beaucoup d'acteurs qui sont maintenant sur une search for quality, ce qui est logique, puisque globalement, comme la croissance économique en France, on peut le dire, on est en récession, les gens consomment moins, il y a moins de pouvoir d'achat, donc évidemment sur tous les gros services B2C sur lesquels on travaille,
les gens sont beaucoup plus regardants avant de prendre des décisions. Ce qui veut dire que nos clients ont évidemment plus de mal à vendre, ou alors ils doivent être beaucoup plus sélectifs et ils sont en recherche de prospects qui ont vraiment le pouvoir d'achat ou l'envie de passer à l'action. Et donc, ce qui veut dire que quand avant, on pouvait avoir des gros acteurs qui étaient dans une course à la croissance folle et qui étaient prêts à acheter 10 fois plus de prospects au détriment de la qualité, aujourd'hui, ils roll back, ils ne veulent plus de quantité, ils veulent de la qualité. Alors, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que déjà, on voit quand même pas mal de gros acteurs qui malheureusement décèdent, hein. On sait aussi au niveau de la lead gen, donc que ce soit nos concurrents, quand on regarde ce que font nos concurrents ou quand on sonde un peu le marché, ça dégraisse fort au niveau des équipes. Donc là, je suis assez content d'avoir pris moi le bet chez Studio, de se dire on reste sur des petites équipes, mais de spécialistes, de manière à ce qu'on soit ultra agile, mais aussi que chaque heure qui soit passée chez Studio soit vraiment la plus productive possible. Donc, moi, je suis assez confiant évidemment pour l'avenir de l'e-studio et notre capacité à driver de la qualité pour nos clients. De notre côté, on a remis en fait vraiment du focus, notamment sur cette partie qualité, en se disant ok, quels sont les filtres qu'on peut ajouter, quels sont les funnels qu'on peut changer pour augmenter la qualité, et également voir avec nos clients comment est-ce qu'on peut obtenir plus d'informations de leur côté pour savoir vraiment ce qui transforme et leur apporter des clients les plus qualitatifs possibles. Donc vous, si vous êtes une agence de génération de prospects et que vous travaillez sur la partie acquisition avec vos clients, ou si vous-même vous êtes directeur de l'acquisition de votre entreprise, vraiment passer du temps à regarder mais d'où viennent les prospects de qualité, puisque dans ce contexte, carrément, c'est évident, la qualité prime à la quantité. Donc, je pense qu'encore une fois, et ce que je disais dans mes analyses précédentes, c'est que le marché va vraiment structurer. Je pense qu'on va avoir beaucoup d'acteurs, de gros acteurs qui achetaient du lead, qui vont vraiment réduire leur volume, et puis beaucoup d'acteurs qui fournissaient des leads, qui vont malheureusement être moins rentables, devoir dégraisser, fournir moins de leads, et peut-être même mettre la clé sous la porte. Ça fait toujours mal au cœur, évidemment, quand le marché sur lequel vous exercez est en perte de vitesse, mais c'est comme ça. Et ça repartira lorsque, évidemment, ce premier dégraissage sera, je pense, établi, et que aussi la partie croissance économique repartira peut-être dans les mois ou dans les années à venir. En lead gen, il y a vraiment des années de vaches grasses et de vaches maigres. Je pense que là, on rentre quand même dans des temps difficiles. Donc, encore une fois, soyez très méticuleux si vous exercez sur ce marché-là, sur la qualité des prospects que vous êtes capable de livrer à vos clients, ou tout simplement sur la manière dont vous allez investir vos budgets sur l'ensemble de votre mix marketing. Ce qui veut dire aussi, dans cette logique de restructuration du marché, je pense qu'il y a deux choses qu'il faut qu'on ait en tête. Premièrement, c'est que quand vous allez travailler avec des acteurs comme nous, ou vous allez réinternaliser votre acquisition ou l'internaliser tout simplement, il faut que vous ayez des tueurs avec vous. Donc, ne cherchez pas, je pense, à avoir des équipes qui soient ultra larges, mais peut-être un ou deux spécialistes par pôle d'acquisition. Ça, je vous renvoie à ma vidéo que j'avais fait avec Jérémy Lacoste sur la chaîne de Lead Studio en début d'année 2024 chez Meilleur-Taux. Donc, eux ont clairement cette logique de se dire je vais avoir des équipes très réduites, mais vraiment d'experts. Et force est de constater que une boîte comme Meilleur-Taux excelle encore aujourd'hui malgré la difficulté. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, il faut que votre offre elle soit irréprochable. Vous le savez, si demain, Google, je ne sais pas, se fait démanteler, ou dans 3-4 ans, on a eu un remplacement à Google, d'un point de vue technique, vous allez devoir tout réapprendre. Mais finalement, si votre offre tient la route, que vous avez une super offre, que vous avez un bon positionnement, une proposition de valeur qui est excellente et que vous êtes tout simplement meilleur que vos concurrents, vous allez survivre. Donc, marketing first, c'est, je pense, la clé, et ça sera le maître mot des prochaines semaines, des prochains mois et des prochaines années. Travaillez vos qualités, vos soft skills, vos hard skills en tant que marketeur. Apprenez à marketer des offres, peu importe le levier sur lequel vous exercez, puisque tout est instable en ce moment. Je ne reparle pas de l'IA, je pense que pour le moment c'est trop tôt, mais on sait que ça va venir aussi beaucoup bouleverser la manière dont on fait du marketing aujourd'hui. Donc, travailler sur ce socle, ces fondamentaux du marketing, psychologie humaine, copywriting, design, UX. Ce sont des valeurs sûres, et au moins ça ne disparaîtra pas, même si tout s'effondre. Et je clôturerai ces actus d'octobre sur 2 points un peu plus génériques. Le premier est que on a organisé une première Powerwalk en septembre, et j'ai eu un échange hyper intéressant avec un des membres de l'événement. On se demandait, mais qu'est-ce qui pourrait faire globalement que Google s'effondre dans les prochains mois, les prochaines années ? Moi, évidemment, j'ai ma vision très... s'ils ne sont pas capables de se renouveler, qu'il y a un acteur qui est
beaucoup plus crédible qu'eux qui arrive, qui aura moins de coûts et qui sera capable de proposer un inventaire et surtout une plateforme de meilleure qualité à moindre coût, c'est la mort de Google. Et lui me disait, oui, mais en vrai, la raison de number one, ce serait une mort interne, c'est qu'aujourd'hui, Google est devenu une boîte très, très, très administrative, très, très, très plombée par la bureaucratie inhérente à ce type de boîte. Et en fait, les meilleurs ingénieurs IA aujourd'hui ne veulent plus venir bosser pour Google. Ce qui est un peu embêtant dans une logique de se dire l'IA va vraiment changer beaucoup de choses. Et les meilleurs ingénieurs au monde aujourd'hui ont envie d'aller bosser pour du Tesla, de l'OpenAI, Microsoft aussi apparemment, de ce que je comprends quand je sonde le marché. Ce qui veut dire que ça peut remettre quand même en doute la croissance de Google en 2025, 2026, etc. Parce que s'ils n'ont pas les meilleurs talents pour build les modèles d'IA qui vont faire demain les assistants virtuels du futur ou je ne sais quoi, eh ben, évidemment, il y a quand même des chances qu'ils se fassent à la fin dépassé par un OpenAI ou le futur mastodonte de l'IA. Et on le voit, ça peut aller très très vite. Quand on regarde la croissance en bourse d'NVIDIA, je ne dirais pas si c'est une bulle ou pas, mais ça montre quand même que quand vous avez un certain market fit sur cette nouveauté qui est l'IA, vous allez choper tout le marché, quoi. Donc, première chose, ne soyons pas trop dépendants de Google, et ça j'en parle encore très régulièrement, mais sortir de la Google Dependency, je pense que c'est extrêmement important. Et la deuxième chose, c'est que j'écoutais la semaine dernière le dernier épisode du All In Podcast, qui est le podcast numéro 1 aux États-Unis pour tout ce qui est business, entrepreneuriat. Ça a été, je crois que c'est le fondateur et David Sachs. C'est tout ce qui est PayPal Mafia, tous les créateurs de PayPal dans les années 2000. Super podcast, je peux que vous encourager à l'écouter. Et il parlait aussi justement de la nouvelle révolution en termes de device au-delà du téléphone. En fait, les smartphones ont été vraiment le dernier outil mainstream, mass media, mass market qui existe aujourd'hui. Et donc, il se disait, ouais, mais en fait, aujourd'hui, ce qui est relou, c'est que quand vous avez des envies, des besoins, vous allez quand même continuer à taper sur votre téléphone, vous allez continuer à taper sur votre ordinateur, à jouer avec la souris, etc. Et ça, leur intuition était de se dire, clairement, la manière dont en fait, on va rechercher des informations va changer. Et demain, en fait, on n'aura plus à globalement prendre notre téléphone, aller sur l'ordinateur pour trouver de l'information. Et eux étaient assez bullish sur tout ce qui est en fait, lunettes avec réalité augmentée, donc que ce soit Apple Vision ou autre. J'ai trouvé ça assez intéressant parce que c'est vrai que demain, en fait, si on atteint des modèles d'IA qui sont vraiment capables de comprendre notre recherche, d'avoir toujours un coup d'avance par rapport à ce que nous on recherche, nos besoins, etc. Finalement, avoir ça qui est incorporé à notre vision, etc. On n'aura plus vraiment besoin de téléphone, quoi. Il prenait des exemples assez pertinents en se disant quand vous commandez par exemple à manger sur Uber, en fait vous allez regarder sur votre téléphone toutes les 3 minutes pour savoir où est votre chauffeur. Sous-optimal, demain vous avez une Google Glass qui vous met, une Apple Vision ou des Google Glass qui vous mettent au coin de votre vue en haut à gauche, votre chauffeur arrive dans 5 minutes. En fait, tout ça va être intégré dans une espèce de sorte de réalité augmentée. Je ne dis pas si c'est bien ou si c'est mal, mais ça veut dire aussi que potentiellement, on va se retrouver demain avec des Apple Vision sur lesquels on va avoir des pop-up et des ads qui pop partout. Je trouvais ça assez intéressant leur vision. Et tout ça pour dire que je pense que quand on regarde toutes ces analyses qui sont plus ou moins folkloriques, le point commun à tout ça, c'est que clairement, la manière dont aujourd'hui on fait du marketing, on fait de la génération de prospects, on pense notre acquisition digitale, on est à l'aube de gros changements qui sont de manière équivalente à ce qu'on a pu avoir avec l'arrivée des smartphones et également de manière équivalente à ce qu'on a pu avoir avec l'arrivée des ordinateurs et d'Internet. Donc il faut qu'on se prépare, je pense, à beaucoup de changements et toutes les certitudes qu'on peut avoir aujourd'hui vont être, à mon avis, dans les prochains mois, les prochaines années, vraiment remises en question. Et donc je clôturerai ces actus d'octobre par ce point-là. Restez attentifs à ce qui se passe, essayez de regarder comment est-ce que le marché est en train d'évoluer et essayez vraiment de toujours avoir un coup d'avance pour votre acquisition, votre marketing et pour le développement de votre boîte. Voilà pour les actus d'octobre. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à me le partager en commentaire. Je crois que c'est un format qui vous plaît bien. Dites-moi aussi ce que vous aimeriez voir pour les actus de novembre, peut-être des choses que je n'ai pas parcourues et que je pourrais évidemment rajouter à ce format. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne optimisation de vos campagnes marketing, de vos campagnes Google Ads et je vous dis, je vous donne rendez-vous en fait au mois de novembre pour les actus de novembre. Ciao à tous!